Moi, je demandais juste oui, mais après, qu'est-ce qui va se passer? À quel niveau? À tous les niveaux. C'est-à-dire, comment concrètement cela va se faire? Voilà, exactement. Alors, tout simplement... Après, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas d'État, on n'a pas de dirigeant direct, on n'a pas de... L'État de Savoie, ok, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça s'est passé pour la Slovénie et la Lituanie. Exactement pareil, hein, ils ont fait des élections. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez combien de dettes par habitant? Il y a plus de 45 000 euros de dettes par tous les habitants. Par personne qui travaille, c'est 480 000. Ça, vous ne l'avez pas en Savoie. Alors, je crois qu'on a des têtes suffisamment pensantes. Non, ce n'est pas la question de monsieur. Si. Alors, si vous me permettez, pour préciser votre question, qu'est-ce qui se passe après que l'on se rende compte de ça et que ce soit officiel? Voilà. Ou est-ce que c'est... qu'est-ce qui se passe après que tout ça est officiellement mis d'aplomb, que l'État de Savoie est État membre de l'ONU? Qu'est-ce qui devient? Est-ce que c'est la période transitoire? Est-ce que c'est l'après ce que je viens de dire? Ou est-ce que c'est l'après officialisation de ce que je viens de dire? L'après-officialisation, exactement. L'après-officialisation, la Savoie retrouve un statut juridique différent. Ça, on est d'accord. Elle devient à son niveau un nouvel État souverain de Savoie, Ouais. d'accord? Et elle a un statut juridique international puisqu'elle est État membre de l'ONU. Okay. Voilà. Elle est forcée de se doter de ce qui caractérise un État, c'est-à-dire une administration, une législation, des services publics, etc. Et tout ça se fait de manière facilitée par l'ONU, parce que l'ONU, dans le cadre de la décolonisation, il ne s'agit pas d'un pays qui n'a jamais été un État membre et qui veut le devenir. Je prends l'exemple, par exemple, le plus connu de la Palestine ou du Kosovo, qui sont des États qui n'ont pas été précédemment reconnus comme des États à part entière, et ceux-là, il faut qu'ils acquièrent un statut qu'ils n'ont jamais eu. Pour ce qui est de la décolonisation, c'est un peu différent, parce que l'État est connu. En clair, j'ai peut-être du mal à convaincre encore dans cette salle ou ailleurs des personnes de ce que la Savoie est un État, au plan juridique, au plan diplomatique et juridique. Non, je pense que là... Cela étant, si j'ai du mal à convaincre des personnes individuelles, sachez que je n'ai aucune difficulté à en convaincre l'Autriche. L'Autriche a fait la guerre à la Savoie. Je n'ai aucune difficulté à en convaincre l'Angleterre, qui a émis des protestations diplomatiques officielles au moment du rattachement. Je n'ai aucune difficulté à en convaincre la Turquie, qui à la bataille de Lépante a eu une guerre historique maritime avec les navires savoisiens. Je n'ai aucune difficulté à en convaincre l'Espagne, qui a envahi et a dû quitter la Savoie par le passé. C'est-à-dire que convaincre une personne individuelle qui passe et qui ne connaît rien, de lui dire ici, monsieur, c'est pas un département, c'est un État. Le gars, il a les yeux qui sortent de la tête. Maintenant, si je dis ça à un diplomate à l'ONU, le gars, il n'a pas du tout les yeux qui lui sortent de la tête. Il le sait très bien. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour faire comprendre des choses sur le terrain. Ces difficultés n'existent pas dans les milieux diplomatiques. Et inversement, pour répondre à votre question, à vous, une fois que la Savoie a repris sa place, elle doit se doter, elle doit se rééquiper de tout ce qui tout ce qui la caractérise. Quand M. Catlin dit effectivement il y a des pays qui retrouvent leur indépendance dans le cadre de la décolonisation, comme ça, par un claquement de doigts. Dans le cas de la Savoie, occupée par la France depuis 153 années, avec une population qui en grande partie se croit encore française, ou s'estime française, ou voudra rester française, ce qui ne posera strictement aucun problème, sauf que, compte tenu de la situation, il est assez improbable que les doubles nationalités soient autorisées. Voilà. De sorte qu'une fois que les choix seront faits, je vais à cette occasion me laisser aller à une petite digression légèrement acide.
Mais si vous voulez, si quelqu'un souhaite rester français, il n'y aura strictement aucun problème. Je pense que le nouvel État de Savoie lui garantira de lui appliquer scrupuleusement toutes les hausses d'impôts qui seront faites par la France au moment où la Savoie sera redevenue indépendante et dotée de tous ces organes, aidés par l'ONU. C'est-à-dire on passe par un référendum. On passe aussi par une période transitoire. Est-ce que la Savoie est en mesure, de se doter d'une force de gendarmerie, par exemple, immédiate? Est-ce qu'elle est capable de se fabriquer des instituteurs pour enseigner aux enfants ici? Est-ce que le fait que la Savoie trouve un nouveau statut, qu'elle change de statut, est-ce que pour autant les gens qui roulent en Renault vont les prendre et vont les jeter à la poubelle? Bien évidemment, il va y avoir une période de transition. C'est-à-dire que pendant une période de transition, les administrations françaises vont rester en place, elles vont changer peut-être un logo, c'est-à-dire qu'au lieu que votre gendarme, c'est monsieur Jean Machepro, gendarme, avec le drapeau tricolore. Monsieur Jean Machepro, avec son drapeau tricolore, reçoit de son administration française l'ordre de retirer son drapeau tricolore et de mettre une croix de Savoie, parce que des accords ont lieu entre le nouvel État de Savoie et la République française sous contrôle de l'ONU, afin que les administrations françaises continuent de faire leur travail utile à la population, mais à condition que cela se fasse en accord et que ce ne soit pas en contradiction avec la volonté et la légitimité de la nouvelle structure. Alors la nouvelle structure, est-ce qu'elle a la légitimité? Est-ce que le nouvel État de Savoie, le Conseil national actuel, a l'autorité pour décréter que, par exemple, sur les routes, on va rouler plus vite ou moins vite, ou que ça? Bien évidemment non. Il faudra passer par une assemblée constituante, il faudra que des élus ici, qui sont peut-être des élus dans le cadre des élections françaises. Le type, il est UMP, machin, mais c'est surtout monsieur Jean Dujardin, bien connu de ses administrés, et c'est pas parce que il sera maire d'une ville de Savoie, au lieu d'être maire de son village en France, que pour autant M. Jean Dujardin n'a pas toutes les qualités, il connaît le terrain, il sait machin, il a la confiance de la population, le type va continuer son travail d'élu, simplement son statut sera modifié. C'est juste des modifications qui, au niveau de la population, seront imperceptibles. Qu'est-ce que vous en avez quelque chose à faire de savoir si sur le bulletin de salaire de l'institutrice de votre gamin de 7 ans, est-ce que sur son bulletin de salaire, il y a écrit instituteur République française ou instituteur Nouvel État de Savoie, sauf peut-être l'instituteur qui est susceptible d'avoir une petite augmentation du fait du statut et du rétrécissement du territoire. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut arriver à autre chose? Est-ce que l'État de Savoie ou la Savoie est prête à passer à autre chose? Et comment? Eh bien, inéluctablement, parce que la séparation juridique et diplomatique d'avec la France va forcément entraîner une divergence. Et puis, il ne faut pas oublier que la Savoie, c'est un territoire avec des caractéristiques qui lui sont propres, je crois, sauf erreur, avec une altitude moyenne qui avoisine les 800 mètres, je crois, au niveau de la moyenne du territoire. Par conséquent, que les lois qui régissent ce pays diffèrent rapidement ou divergent, en tout cas, ou se singularisent par rapport à un pays qui est plutôt plat, ce ne serait pas étonnant. Ce ne serait pas étonnant. Cela étant, ça se fera progressivement, ça se fera à la marge, ça se fera en toute légalité, et je l'espère, ça se fera avec l'accompagnement de la France. Car si ça devait se faire contre la France, ça se ferait d'abord moins rapidement, et puis ça se ferait plus dans la douleur d'une rupture, dans la douleur d'un arrachement, dans la douleur de l'ONU, qui ferait pression sur la France en disant vous vous conduisez fort mal, ce qu'elle ne manque pas de faire lorsque la France se conduit mal, l'exemple de Mayotte étant un bon exemple.
vis-à-vis des Comores. Donc lorsque la France viole le droit international, elle se fait rectifier quand même par l'ONU, même s'il n'y a pas une contrainte formidable. Mais là, en l'espèce, il va y avoir une contrainte formidable. C'est que le traité est abrogé, monsieur. C'est-à-dire que si un gendarme qui fait son travail et arrête une voiture se prend dans la figure l'article 5 de la charte du gendarme, qui est effectivement un texte officiel que vous pouvez consulter dans n'importe quelle bonne gendarmerie dans la salle d'attente. Vous regardez le mur, charte du gendarme, article 5, le gendarme respecte le droit international en vigueur. Il refuse d'obéir à un ordre illégal. C'est écrit. Donc c'est quand même embêtant qu'un monsieur qui fait son travail, qui est en uniforme et qui obéit à une mission qui est tout à fait valable, ce gars-là, il est effectivement des gens qui lui disent « Monsieur, vous êtes bien gentil, mais ce que vous faites est illégal ». Par conséquent, cette situation, elle est intenable pour la France. Vous comprenez bien que c'est intenable et qu'il n'est pas normal que la fonction publique française, les fonctionnaires, subissent au quotidien et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, M. Catlin parle de M. Cahuzac, mais moi j'ai des renseignements au plus haut niveau des syndicats du ministère des Finances. Il y a une recrudescence de troubles pas mentaux, mais psychologiques des fonctionnaires qui effectivement essuient actuellement une vague de réprimandes de la part des administrés qui, lorsqu'ils se font réclamer de l'argent, font quand même remarquer aux fonctionnaires de base que là-haut, il s'en passe des bonnes. Et ça finit par atteindre le moral. Moi, je comprends bien que la fonction publique française mérite que cette situation soit prise en compte, qu'elle soit accompagnée. Et pour répondre et terminer à votre question, comment ça va se passer? Très bien. Ça va se faire sous forme. Ça va se faire très bien et très vite. Ça va se faire sous forme d'accord. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la Savoie n'a plus besoin de la France. Je ne crois pas, par exemple, que pour administrer les chasses en Savoie, je pense que les chasseurs de Savoie sont quand même mieux à même d'organiser immédiatement la réglementation de chasse sur un territoire qu'ils connaissent. Et ils n'ont pas besoin des lumières des ministères français pour éventuellement faire évoluer ou conserver la réglementation actuelle, en tout cas la faire évoluer doucement, à leur rythme, et ces fonctionnaires-là français, on n'en a pas besoin. Maintenant, peut-être que le garde forestier, on en a besoin, encore faut-il que ce garde forestier, ça ne le dérange pas, il peut peut-être vouloir terminer sa carrière ailleurs, à moins que la France ne lui dise, monsieur, compte tenu des accords avec le nouvel État de Savoie, vous pouvez tout à fait terminer votre carrière de fonctionnaire français en Savoie, comme actuellement en Nouvelle-Calédonie, il y a des fonctionnaires français qui continuent leur carrière française, alors même que l'ONU est en train de vérifier dans quelles conditions un référendum pourrait entraîner le départ définitif et total par ministère du territoire de la Nouvelle-Calédonie. En Savoie, c'est pire, M. Catlin avait raison de vous le signaler, c'est encore pire, la Nouvelle-Calédonie, c'est pas une décolonisation. Enfin, c'est une décolonisation, ce n'est pas une désannexion, ce n'était pas un État, tandis que la Savoie, c'est un État. Par conséquent, son statut, pour être encore plus précis, le statut juridique de la Savoie, de toute façon, à tout le moins, c'est celui d'être sous tutelle de l'ONU, c'est-à-dire que l'ONU vient, à partir de maintenant où il y a une abrogation, va venir veiller au grain. C'est-à-dire veiller à ce que la France ne fasse plus n'importe quoi, et même encourage, parce qu'il y a des textes, la conférence a duré que trop longtemps, mais vous tapez décolonisation ONU sur Google et vous allez avoir une kyrielle de résolutions que vous verrez, c'est assez intéressant, dans lequel l'ONU encourage les États à aider les pays qui renaissent, encourage les États du monde entier à aider les pays qui renaissent à retrouver leur marque. Dans le cas de la France, 153 ans d'annexion française, les institutions sont en place.
des institutions sont en place, mais des institutions sont en place qui sont putatives et qui vont évoluer. Qui vont évoluer au gré, vous, ici, dans un établissement de restauration, vous êtes soumis à un certain nombre de réglementations françaises et européennes, douanières et fiscales, hein, eh bien, tous ces textes, ils sont devenus putatifs. C'est embêtant quand même, parce qu'il y a un certain nombre de règles françaises qui ne sont pas totalement idiotes. Il y en a qui le sont, mais il y en a qui ne le sont pas. Donc on garde ce qui n'est pas idiot, et on efface ce qui l'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un départ, une hémorragie soudain de tout ce qui est français ici. Et les gens, je vous dis, ne vont pas jeter leur téléphone parce qu'ils sont des abonnés Orange. C'est idiot. Et les gens ne vont pas dire « Ah, je ne veux plus que mon institutrice soit française, machin. » La fille, elle termine son année scolaire, tout va très bien. Et le fait que son ministère lui signale que le statut juridique a légèrement changé et qu'il faut qu'éventuellement elle opte, parce qu'effectivement, très bientôt, tous les fonctionnaires français vont devoir opter. Il y a des gens qui ont fait des investissements ici, immobiliers. Il y a des gens qui ont eu des enfants qui n'ont pas envie de quitter la région. Il y a des gens qui aiment ce pays, et ce pays est accueillant. Ce pays a une tradition d'hospitalité. Il ne s'agit pas d'éjecter les gens. Il s'agit de prendre en compte la nouvelle situation, les nouveaux droits, les nouvelles perspectives. Ces nouvelles perspectives sont vraiment extraordinaires, et ça tombe bien parce que ça va mal en ce moment. Par conséquent, il est intéressant quand même de se souvenir de ces droits et de les faire valoir au moment où ça craint. Et puis je dirais aussi que quand on a des droits, il faut les faire valoir. Quand vous partez à la retraite, si vous n'allez pas voir les caisses de retraite en leur demandant vos droits, vous croyez qu'ils vous écrivent pour vous envoyer l'argent? Non. À savoir les droits, PLS et un certain nombre d'autres individus ou organisations ou groupes se battent pour que cette situation ne soit pas oubliée. Moi, je me bats à titre personnel, évidemment, et maintenant, plus au niveau juridique, mais maintenant au niveau diplomatique, pour diffuser cette situation, préparer la situation suivante, dans laquelle évidemment il va y avoir un vote de l'ONU. Mais est-ce que la Savoie peut être refusée comme État membre? C'est impossible. C'est un État avant 1860. C'est une annexion territoriale, c'est un traité d'annexion. Ce traité ne peut pas être enregistré parce qu'il entraînerait son annulation. C'est d'ailleurs pourquoi la France l'a reconnu. A-t-elle notifié à l'Italie? Non. Y a-t-il une abrogation plein texte découlant d'un texte incontournable pour la France? Oui. Par conséquent, voilà ce qui va réellement advenir dans le détail. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Maintenant, globalement, vous avez compris que ça va se passer dans la joie et dans la bonne humeur, je l'espère. Il faut l'espérer, parce que si ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur, la France terminera cette affaire dans l'honneur, c'est-à-dire qu'elle se sera mise en conformité avec le droit international, ce qui n'est pas le cas depuis 150 ans. Hein, il y a eu des anomalies considérables et continuelles et perpétuelles ici. Là, depuis 1947, il y a une abrogation plein texte et il faut en tenir compte, mais est-ce que ça va se faire dans la joie et dans la bonne humeur? Je l'espère. La France va gagner quoi? Elle va gagner d'avoir à ses côtés un pays qui renaît de ses cendres et qui a plutôt des avantages géostratégiques, économiques et humains qui font que ça devrait être un très bon partenaire avec la France. Un très bon partenaire avec la France. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Est-ce que la France, autre chose, est-ce que la France souffre d'avoir des relations particulières avec Monaco ou Andorre? Vous savez que le président de la République française est vice-roi, coprince d'Andorre. Coprince d'Andorre, la principauté d'Andorre, c'est une coprincipauté, et le coprince d'Andorre, c'est le président de la République. Est-ce que ça dérange la France d'avoir une relation particulière avec Andorre? Absolument pas. Donc la Savoie peut très bien prendre un statut juridique particulier.
D'ailleurs, au plan fiscal, quel est le statut juridique fiscal? Tiens, j'envoie un scoop. Quel est le statut juridique fiscal de la Savoie maintenant que tous les textes français sont étatisés? Eh bien, moi, je considère que le statut juridique de la Savoie, en tout cas celui qu'elle est en droit d'exiger qu'il s'applique à sa situation, c'est le statut juridique de Monaco, puisque c'est précisément dans le cadre de cette affaire de l'annexion de la Savoie et de Nice que le particulier du Rocher a pu intervenir. Et si la principauté de Monaco a été le premier État membre de l'ONU à reconnaître la situation de l'abrogation du traité d'annexion territoriale de la Savoie par la France, si Monaco a reconnu, si ses services juridiques ont validé l'analyse qui vient de vous être présentée, c'est bien parce que Monaco sait doublement que cette démonstration tient. Elle le sait parce que ses juristes connaissent parfaitement ces traités, puisque c'est ceux qui s'appliquent à Monaco. Et deuxièmement, parce que si Monaco est devenu une principauté, si la famille Grimaldi a acquis ses lettres de noblesse, c'est parce que les ducs de Savoie avaient anobli cette famille. Par conséquent, le statut juridique de Monaco, c'est évidemment que sa légitimité est tirée de la légitimité historique et permanente de la Savoie. Une annexion ne fait pas disparaître la souveraineté d'un pays. Lorsqu'un pays envahit un autre pays, cette souveraineté n'est pas absorbée par le pays annexant. Cette souveraineté demeure à côté de la souveraineté du pays annexant, et le pays annexant exerce la souveraineté du pays annexé. Il y a une espèce de cohabitation de souveraineté. Voilà. Depuis 153 ans, la souveraineté de la Savoie, elle est entre les mains de la France, mais avec l'abrogation découlant du traité du 10 février 1947, du traité de paix de la Deuxième Guerre, cette situation a pris fin. Il n'y a plus de légitimité dans l'exercice de la souveraineté de la Savoie. La Savoie a retrouvé la plénitude de sa souveraineté. Maintenant, il faut que ce soit officialisé, et c'est imminent, tant au niveau des autorités françaises, qui dans les couloirs le savent, dans les coulisses du pouvoir et surtout de la haute administration, on le sait de plus en plus. Sur le terrain, de plus en plus de gendarmes, de plus en plus d'inspecteurs ou de fonctionnaires des impôts ou du travail ou de la police, enfin toutes les administrations sont, et même les organismes comme l'URSSAF, toutes les administrations sont impactées par cette situation, et il va y avoir une épidémie de recours, une épidémie de gens qui connaissent leurs droits. Prenons cette salle. Ai-je convaincu? N'ai-je pas convaincu? Est-ce que des gens sont venus et étaient déjà convaincus, ou sont-ce de nouvelles personnes qui sont susceptibles de l'être ou de ne pas l'être? Peu importe. Ce que je sais et ce que j'affirme, c'est que ceux-là même qui ne croient pas ce que je dis, qu'ils continuent de payer comme si de rien n'était tout ce qui leur est demandé. Qu'ils le fassent. Je leur recommande tout simplement, je leur conseille de mettre une petite réserve. Sous réserve qu'il n'y ait pas abrogation du traité. Auquel cas, je vous paye, mais je demande remboursement. Si vous mettez cette mention, même si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis, vous n'êtes pas convaincu, vous considérez que donc les législations françaises sont toujours d'actualité. Et quand un inspecteur des impôts ou un policier vous demande votre permis, eh bien vous déférez à ces injonctions. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous dites aux gendarmes, est-ce que vous êtes bien certain que vous pouvez me contrôler? Vous connaissez l'article 5 de la charte du gendarme? Ça jette un froid. Si vous mettez votre chèque aux impôts et que vous mettez je vous le paye, mais sous réserve, vous êtes bien certain de pouvoir me les demander? Ça calme un peu. Et puis ça ouvre quand même des perspectives. Si vous prenez par exemple à Albertville, et vous faites un radar, vous faites attraper avec 3 km/h de trop des 90 sur la nationale 4 voies. Vous y allez.
au tribunal et vous encourez une amende de 135 € et les réquisitions du parquet seront vous sanctionner à 180 parce que vous n'avez pas payé le timbre, amende, et par conséquent, puisque vous osez réclamer, on va vous matraquer. D'accord? C'est ça qui va se passer. Eh bien moi, je vais mettre en ligne dans quelques jours, en quelques heures, le temps que ce soit dactylographié. Le dernier jugement rendu par Albertville, volontairement, 20 novembre 2010, j'ai 50 ans. Je me dis, je me fais, ma montre tombe, un signe. On n'arrête pas le temps. Je dis, c'est le soir de mes 50 ans, allez, je me fais un petit cadeau, je me fais un radar. Et donc, je me fais un radar et je passe à 96 km/h au lieu de 90. Et on me retient 91 ou 93 km/h, je ne me souviens plus. En tout cas, je suis très content d'aller au tribunal. Devant le tribunal, j'explique que je l'ai fait volontairement, d'accord, pour me faire plaisir pour mes 50 ans, et que je ne conteste donc absolument pas le radar, mais je viens expliquer que la France n'a plus rien à faire ici. Et le résultat est incroyable. C'est qu'on me diminue par 2 mon amende. C'est-à-dire que si vous vous faites gauler, je vous le dis, hein, on va le mettre en ligne, si vous vous faites gauler au radar avec 3 km/h de trop, vous ne dites rien du tout, vous envoyez les documents comme quoi vous êtes sûr à la France que vous pouvez me réclamer mon amende, et résultat, en justice, on vous fait moitié prix. C'est une rigolade, c'est une rigolade. Tous les plaques là. Bien évidemment, j'ai fait appel de cette décision parce qu'il n'est pas question d'en payer ne serait-ce que la moitié. Moi, j'ai fait ça pour faire la démonstration que je suis sûr de mon coup. Aujourd'hui, la France n'est pas en mesure de prouver qu'elle a notifié, qu'elle n'a pas enregistré. Elle est obligée de tenir compte de ce que dit un des 2 traités les plus importants du XXe siècle, signé à Paris par De Gaulle. Elle est bien obligée quand même de lire la 3e ligne. Pas de notification, pas d'enregistrement. Si vous n'avez pas de notification ou pas d'enregistrement, là il manque les 2. Le traité est tenu pour abroger. C'est terminé, c'est cuit, c'est fait. Alors, on retarde, parce que si on dit à M. Bonnard, bon, bah, effectivement, Maître Bonnard, bravo, c'est bon, on se couche. Ce qu'ils se disent dans les couloirs, dans les coulisses. Mais, allez, on fait le poire en 2, il va faire appel, le temps qu'il fasse appel, on va prendre un peu de temps, on va réagir. Mais moi, je rigole, puisque dès à présent, dès que j'ai la décision, je la mets en ligne. Ça veut dire que quelqu'un qui se fait gauler au radar, allez, déjà il a moitié prix s'il dit vous êtes bien certain que ce radar a bien raison d'être là. C'est quand même assez rigolo. Alors, ce sont des petites victoires qui s'accumulent. Monsieur Catelin, on a accumulé déjà un certain nombre. Quand Monsieur Catelin là, déjà, a des mon décisions... gosse, là, pour les plaques minéralogiques, bon, on en a 5, hein. 5 où ils sont... par ces motifs, la juridiction de proximité statuant en audience publique en premier ressort et par jugement contradictoire, relaxe M. Catelin-Joanny des fins de poursuite sans peine ni dépens, laisse les dépens à la charge de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye. On a déjà 5 rendus comme ça et ils n'ont jamais payé. Ils n'ont jamais fait appel. Donc il y a une jurisprudence qu'il y a. Et je vais vous en montrer un autre, c'est sa compagne. C'est assez extraordinaire. Elle est graciée de tout. Et là, ce qui est extraordinaire, elle n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Non, mais ce qui est extraordinaire... Elle reconnaît qu'elle n'a pas mis sa ceinture de sécurité, elle quittait le boulot, et puis il y avait, comme ça arrive de temps en temps, il y avait un contrôle au premier rond-point, et hop, rangez-vous sur le côté. Bon, elle est cuite. Et d'ailleurs, elle ne conteste pas qu'elle n'avait pas mis son truc, elle dit simplement vous êtes un peu dur, parce que là, c'est un peu... Bon, voilà. Elle va au tribunal, elle fait hop, dispense de peine, bon allez, ok, on laisse tomber, car il est évident qu'il y a un problème. Et alors, on peut pas le dire tout de suite, on ne peut pas le dire à tout le monde, il faut progressivement le faire. Mais encore récemment, un taxi se rend à Chambéry. Modification du tracé, installation d'un sens interdit sur une rue qui normalement était à 2 voies, enfin à double sens.
Le type, le taxi s'en mange dans la rue et puis se rend compte au milieu des 200 mètres de voie que toutes les bagnoles sont dans un sens. Il dit merde, je suis certainement dans un sens interdit. Bon, c'est trop tard, allez, je vais jusqu'au bout. Ah ben, il était attendu par la voiture de la police qui effectivement gaulait à cet endroit-là quelques 5 ou 6 ou 10 personnes qui effectivement se faisaient avoir par ce nouveau sens interdit. Le type voit arriver les policiers. Alors lui, il a été radical. Il a dit messieurs, je ne vous parle pas. C'est même pas de contrôle. Messieurs, je ne vous parle pas. Pour moi, vous n'êtes rien. D'accord ? Vous êtes des fonctionnaires français sur un territoire internationalement protégé. Vous n'avez aucune légitimité ici. Je ne vous parle plus. Non, et puis d'abord, appelez vos chefs. Je parlerai qu'à vos chefs. Vous êtes le menu piétaille. Vous serez les derniers à être au courant. Par contre, vos chefs le savent. Allez, appelez-moi votre commissaire et machin. Le type est emmené au commissariat. Et au commissariat, il refuse de décliner son identité. Il dit au commissaire qu'il n'en a strictement rien à faire du sens interdit, du portable parce qu'il avait le portable, du refus d'obtempérer, du refus de présentation de ses papiers, du refus de se soumettre au test alcoolémique, et rébellion, outrage. Le type, il en a un paquet. Et il dit, mais monsieur, je ne vous parle pas, monsieur le commissaire, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, vous êtes un fonctionnaire français, votre République française, elle n'a strictement plus rien, aucun droit ici. Bon, ok, très bien, on le renvoie chez lui avec une convocation au tribunal. Le type arrive au tribunal de police de... Chambéry. Non, tribunal correctionnel ou tribunal de police ? Police. Et devant le magistrat, qui lui dit monsieur, vous maintenez ce que vous avez dit au policier. Je vous dis ce qu'il a dit au policier. C'est-à-dire, je ne vous réponds pas, vous n'êtes rien, messieurs, vous n'êtes rien. Vous maintenez, ah oui, je suis venu parce que je suis courtois, mais vous, madame, vous n'êtes rien du tout, vous êtes une fonctionnaire, et vous n'avez aucune légitimité. Vous avez dans la salle aussi quelqu'un qui peut vous porter témoignage que lorsque vous, aujourd'hui, dès à présent, à partir du moment où vous opposez aux gendarmes ou aux forces de police les textes en vigueur, que vous leur faites remarquer que leurs textes les obligent à respecter le droit international, que le droit international signé à Paris par De Gaulle, si un gendarme français il ne respecte pas le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, je ne m'y connais pas. Bon, donc quelqu'un qui tient le choc, quelqu'un qui ne vrille pas, qui dit au magistrat, vous maintenez, ah plus que jamais madame. Et c'est bon, très bien, au revoir. Et il reçoit la décision pour sans interdit, téléphone, refus de présentation, rébellion et refus de se soumettre au truc. Il en a 5 ou 6 des trucs. Et il est relaxé. Motif retenu par la décision, infraction insuffisamment caractérisée. Et regardez, ah oui, ça c'est sûr, c'est une infraction insuffisamment caractérisée. Fabrice, voilà, insuffisamment caractérisée en ce sens que le texte du code de la route, effectivement, il pose problème ici, ça c'est sûr. Fabrice, tu as un rendu qui est formidable. Regardez. Sur l'exception de nullité, attendu que conséquent, qu'en espèce, mademoiselle Mercier Francine soutient que la loi française n'est pas applicable en espèce au motif que le traité d'annexion territoriale de Turin du 24 mars 1860 doit être tenu pour abroger du fait du défaut de non-enregistrement au secrétariat de l'ONU d'une part, et son absence de notification à la diplomatie italienne d'autre part. Selon le requérant, découle de cette abrogation l'absence de valeur des lois et notamment des dispositions du Code de la route qui fondent les poursuites diligentées dans le cadre de la présente procédure. Attendu néanmoins que le défaut d'enregistrement du traité de Turin au secrétariat de l'ONU et l'absence de notification à la diplomatie italienne ne sont opposables qu'à l'autorité concernée, soit l'ONU, qui n'est pas saisie du cas d'espèce et n'a pas d'incidence sur les éléments juridiques qui fondent la présente procédure.
qu'il convient de rejeter l'exception de nullité invoquée sur l'action publique. Attendu que mademoiselle Mercier et Francine aient poursuivi pour avoir à Albertville, en tout cas sur le territoire national, conduite sans porte ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réception avec cet équipement, avec le véhicule immatriculé, bon, attendu qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que mademoiselle Francine a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient d'en déclarer et dispense de peine. Alors en clair, et de prononcer une dispense de peine. Je suis magistrate. Vous avez vu ? Je suis magistrate. Le défaut de notification et d'enregistrement, ça me dépasse. Je ne peux pas relaxer. Je peux pas dire que je suis putative. Je reconnais que c'est pas notifié, je reconnais que c'est pas enregistré, mais je vous demande de vous adresser à l'ONU, ce en quoi elle a tort. Parce que si l'exécutif, le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement, reconnaît qu'il n'y a pas de notification et qu'il n'y a pas d'enregistrement, c'est qui peut dire que le traité est abrogé? C'est l'exécutif. Vous croyez que votre voisin, qui n'a pas payé sa maison et qui n'a pas truc, il va lui-même procéder à la démolition? Non, c'est le tribunal administratif qui peut s'en occuper, ou la Cour internationale de justice. Donc vous avez une juge du code de la route, qui voit un type qui effectivement refuse tout contrôle, une dame qui reconnaît qu'elle n'a pas mis sa ceinture, mais qui fait état d'une situation juridique qui est incontournable, il n'y a pas eu de notification, il n'y a pas d'enregistrement. La magistrate, elle trouve un moyen, elle dit bon, alors vous n'avez pas saisi l'ONU, bon, alors madame, vous n'avez pas mis votre ceinture, mais je ne vous demande rien. C'est-à-dire qu'on est dans la période de transition où les fonctionnaires savent que certains vont faire quand même du zèle, que quand même certains vont vérifier, contrôle, on en rapporte tous les jours, hein, contrôle routier, le type a des plaques savoisiennes, enfin en tout cas une croix de Savoie sur sa plaque d'immatriculation, les policiers vérifient. Est-ce que le type il a mis ça parce que c'est joli? Ou est-ce qu'il a mis ça parce qu'il sait? Et quand il sait, il laisse passer le contrôle. Le nombre de contrôles où effectivement les forces de police, ils ont à contrôler. S'ils se prennent le chou pendant 20 minutes avec quelqu'un qui a raison et qui leur dit monsieur, vous avez un règlement en vigueur, vous avez un traité de paix, vous êtes militaire et vous ne respectez pas le traité international de paix de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, le type il va avoir sous le képi, ça va pas. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il préfère laisser tomber et arrêter le type d'après. Alors, vous allez me dire c'est injuste. Ben non, c'est au contraire tout à fait juste. Si vous connaissez vos droits, vous les faites respecter. Si vous ne connaissez pas les droits, eh bien à ce moment-là, quelqu'un va vous mettre les mains dans les poches et vous prendre directement l'argent dans votre poche. Vous savez qu'il n'a pas le droit de le faire, vous lui dites mais qu'est-ce que vous faites avec votre main dans la poche? Donc, vous voulez mon permis de conduire, mais je vous jure que je vous le donne si vous avez le droit de me le demander. Maintenant, moi je sais que vous n'avez pas le droit de me le demander, vous ne l'aurez pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Soit il se prend le chou pendant 20 minutes, et peut-être que dans cette salle, certains vont avoir l'initiative de le faire, et puis la personne sur laquelle vous allez tomber, il est évident que la prochaine fois, il va faire gaffe. Dès qu'il va y avoir une plaque savoisienne, il va se dire oh là, si ça se passe aussi mal que la dernière fois, et ben hop, il laisse tomber. Donc voilà ce que je voulais. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Progressivement, tout ça va se faire dans la joie et dans la bonne humeur. Il n'y aura aucun inconvénient. Votre établissement, par exemple, il n'y a rien qui va lui arriver dessus de désagréable parce que la situation changera. Est-ce qu'il va lui arriver des choses agréables? Ah oui, il va lui arriver des choses agréables. En particulier, un statut fiscal meilleur, en particulier une clientèle dont le statut fiscal s'étant amélioré, parce qu'au moment où on parle des paradis fiscaux, moi ça m'amuse qu'on parle des paradis fiscaux, parce que parlons des enfers fiscaux. Car les paradis fiscaux n'existent que parce qu'il y a des enfers fiscaux.
Hein, on est bien d'accord. Et par conséquent, si les États éclatent la tête des gens, éclatent la tête des contribuables, il ne faut pas s'étonner que certains États aient l'idée de faire une réglementation plus cool pour que ça se passe mieux et mettre en concurrence les statuts fiscaux. Ce qui est désagréable en réalité dans les paradis fiscaux, c'est que n'en bénéficient que les gens qui sont très riches, capables de se payer des avocats à 500 € de l'heure pour établir un truc, créer des holdings, aller au Caïman en première classe pour aller ouvrir un compte en banque et une boîte à lettres grande comme ça dans un immeuble où il y a 100 000 holdings faits pour ça. C'est ça qui est choquant. Mais le fait que des gens essayent de ne pas se faire éclater, que quelqu'un qui travaille essaye d'optimiser fiscalement la situation, bon ben voilà, l'optimisation fiscale en Savoie, elle va être fabuleuse, puisque 150 ans de lois fiscales françaises qui ont étranglé, hein, aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui soient très contents quand même du système fiscal français. Donc le système fiscal français étant par terre, immédiatement, le système fiscal savoyard ou savoisien, de toute façon, ne pourra pas être pire. Il ne peut être que meilleur. Entre autres exemples, je voulais dire que j'en suis à mon 40e PV pour plaque. Mandatons les huissiers de justice pour exécuter la présente décision. Donc, c'est pas tout de rendre une décision. Encore faut-il ensuite avoir des huissiers qui viennent l'exécuter. En Savoie, c'est impossible d'exécuter une décision française. L'huissier est lui-même officier ministériel en fonction de décrets de nomination et de textes qui sont devenus putatifs. Les huissiers de justice ne sont plus légaux. Comment peuvent-ils, sans engager leur responsabilité personnelle, venir exécuter une décision en toute illégalité au regard du droit international? Ils le savent. Donc, si vous voulez, ils préféreront aller recouvrir plus 100 la première année et progressivement ça se désengagera. Mais au fur et à mesure qu'elle se désengagera, le montant des investissements et le montant de la valorisation de la nouvelle situation juridique, économique et financière de la Savoie feront que ce différentiel compensera largement la perte sèche. D'autre part, ensuite, une fois que le désengagement a lieu, les gens d'ici, le patrimoine immobilier, ce restaurant, la maison que je vois, ainsi que celle-là, que le territoire entier est valorisé, la richesse du pays a augmenté. Est-ce que les gens ne vont pas acheter des plus belles Renault, des plus belles Peugeot? Ah oui, si vous avez votre maison qui a pris 2 fois, 3 fois sa valeur, peut-être que quand vous allez vendre la grange d'à côté, vous allez la vendre un peu plus cher que prévu, et par conséquent, les relations économiques avec la France sortiront augmentées, enfin en tout cas améliorées, par l'afflux de capitaux et l'émergence au niveau mondial d'un nouvel État, avec en plus des droits particuliers. Parce que la Savoie, on a oublié de le dire, elle avait depuis 1815, c'est-à-dire depuis la défaite de Napoléon Ier et le démantèlement de l'Empire français, la Savoie bénéficiait de certains avantages, les zones franches, la neutralité, etc. Donc tout ça va renaître, et lorsque les États et les investisseurs publics ou privés vont se rendre compte que ici c'est intéressant, que ça peut être vraiment très intéressant pour une banque étrangère de venir s'implanter à Valois. Ça peut être intéressant, alors qu'aujourd'hui, peut-être pas. Mais avec le nouveau statut, ça peut arriver. Donc tout ça fait... J'ai répondu, vous avez vu un peu à côté, mais quelque part je réponds à votre question, parce que je pense que voilà, qu'il y aura au niveau des activités économiques, au niveau de la fluidité et des avantages de la nouvelle situation par rapport à celle présente, il y aura une amélioration donc globale et tous azimuts. Et puis je dirais que aujourd'hui, la France a d'autres soucis que la Savoie. Elle a plein de soucis, elle a plein de problèmes à régler. Mais je réponds, d'accord, mais tous les problèmes de la France, la Savoie les a. Donc qu'elle cherche à régler ces problèmes
c'est son droit, et on ne peut pas l'en empêcher. Est-ce que la France, elle a intérêt à bloquer les solutions que la Savoie va trouver? Pas du tout. Elle a intérêt à l'accompagner, à s'en inspirer, car si ça marche ici, ça marchera dans les 99 autres départements. Est-ce que vous me suivez? Par conséquent, d'accord, il y a, vous faites un appartement témoin, vous mettez un peu d'argent dedans, ça vous coûte plus cher que les 15 appartements que vous allez vendre derrière. Mais c'est un investissement que vous récupérez ensuite. Donc si la France devait perdre un peu, ce que je ne crois pas, je pense que vu les compensations, elle va gagner en plus. Mais en plus, elle va gagner en expérience. Car la Savoie va passer d'une situation avec une pléthore de lois, avec une fiscalité qui étrangle tout le monde, va connaître un renouveau. Et si la France aide la Savoie, c'est la moindre des choses, après l'avoir occupée 153 ans et l'avoir privé de tous ses droits, que l'ONU demande à la France d'accompagner une situation et un désengagement dans la joie et dans la bonne humeur, me semble honorable pour la France, honorable pour la Savoie, parfait pour deux pays qui vont continuer de travailler ensemble et de s'apprécier. Bon, est-ce que la France va perdre? Non, du fait de la compensation, mais en plus du fait du retour sur investissement. Car des réformes vont pouvoir être menées tambour battant, ici, parce que les lourdeurs liées à des traditions, liées à des syndicats, liées à des lobbies, liées à des groupements, liées à tout ça, est balayée par le droit ici. Si on passe d'une situation actuelle à une situation meilleure, vous pensez qu'à Grenoble, ils vont voir à 20 km les écoles maternelles être au cœur d'investissements particuliers parce que tous les professionnels de l'enfance et de l'éducation disent que c'est catastrophique de couper les robinets au niveau de la maternelle, alors que c'est précisément au niveau de la maternelle, au début, qu'on peut identifier les familles qui ont des difficultés et qu'on peut anticiper pour ne pas avoir des cancres qui ont 14, 15 ans, 16 ans, deviennent des délinquants et ensuite remplissent les prisons qui coûtent 150 € par jour. Bon, donc, imaginons que la Savoie innove et dise, bon, alors nous avons les moyens, maintenant que nos 70 € sur les 100 € perçus reviennent ici ou n'en partent pas, nous allons mettre un peu d'argent dans les maternelles parce que nous avons réfléchi, nous nous sommes inspirés des modèles nordiques et nous allons doter de la Savoie, puisque nous sommes obligés de réformer l'éducation, nous allons nous inspirer des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde. Et la France aide la Savoie à opérer ça, mais elle ne s'inspire pas de ces trucs-là. Moi, je vous dis qu'à Grenoble, si jamais les gamins de l'autre côté de la frontière, ils bénéficient, que les parents ont moins de problèmes pour trouver des crèches ou que sais-je, vous croyez que les Grenoblois, ils ne vont pas crier en disant, écoutez, il y a encore 10 ans, nous étions exactement dans la même situation que le village d'à côté. Aujourd'hui, depuis 10 ans que la Savoie a retrouvé ses droits, très, très tranquillement et très doucement, leur système marche mieux qu'ici. Mais monsieur le député, monsieur le sénateur, mais pourquoi on ne fait pas pareil qu'eux? C'est-à-dire que si la France paye un peu dans l'appartement témoin, dans les départements témoins, pour faire de ces appartements des beaux joyaux, à partir d'une situation française évoluée et mise au goût du XXIe siècle, j'affirme que la France y gagnera. Il gagnera en étude d'un système qui marche. Il pourra dire, regardez, nous allons faire ces réformes-là, Monsieur Hollande ou un autre président dira, nous avons décidé de faire ça, pourquoi? Tout simplement parce que ça a marché en Savoie. La Savoie est partie d'un système d'éducation qui était le nôtre, ils ont innové, nous les avons accompagnés, nous avons vu sur le terrain que ça donnait ça, eh bien, qu'est-ce que vous pensez que nous fassions la même chose? D'autant que les Grenoblois nous le demandent à corps et à cri, parce qu'ils ne comprennent pas qu'en 10 ans, la Savoie a bougé, et qu'eux sont toujours, et encore plus, dans les ennuis qu'ils n'étaient il y a 10. Voilà, je fais du futur antérieur. Voilà, ma réponse. Dernière question?